21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui permettant aux autorités de geler les avoirs de personnes ou entités terroristes. « 37 milliards de guillas pour financer le parc éolien de Boulay-Noir suite à un accord de prêt entre notre pays et le FADES. Les forces d'occupation israéliennes démolissent les maisons d'une cinquantaine de familles palestiniennes à Al-Quds. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce matin sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à examiner et approuver les projets de loi suivants. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-035 du 22-07-2010 relative à la lutte contre le terrorisme. Le présent projet de loi vise à parachever le processus d'harmonisation du droit national en matière de lutte contre le terrorisme avec le droit international. À cet effet, il met en place un dispositif administratif qui autorise les autorités compétentes de geler immédiatement les fonds, avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes ou entités terroristes figurant sur les listes nationales ou internationales en conformité avec les principes des droits de l'homme et notamment en permettant la possibilité de recours. Projet de loi autorisant l'approbation du contrat programme numéro 06 MET-NR entre l'État mauritanien et l'Établissement national de l'entretien routier pour la période 2016-2018 signé le 21 décembre 2015. Le présent projet de loi a pour objet de permettre le renouvellement du contrat programme entre l'État et l'ENR suite à la mise en œuvre concluante des précédents contrats programme avec cet établissement. Par ce nouveau contrat programme, le gouvernement marque sa volonté de faire de l'ENR un outil privilégié de sa politique de pérennisation du patrimoine routier tout en exigeant de l'établissement de poursuivre les efforts nécessaires et indispensables pour assurer correctement l'ensemble des travaux d'entretien urgents, courants, périodiques et préventifs de la totalité du réseau qui lui est confié. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2006-034 du 10-05-2006 portant réorganisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Le présent projet de décret vise à renforcer les moyens humains de l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire pour lui permettre d'accomplir convenablement ses missions. Projet de décret portant institution du fonds de concours à la lutte contre le trafic des stupéfiants et substances psychotropes. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un fonds de concours destiné à recueillir le produit de la vente des biens saisis dans le cadre des procédures pénales diligentées du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il permet également aux services impliqués dans la lutte contre le trafic des stupéfiants de renforcer leur action par le biais d'un soutien financier spécifique. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur d'anglais. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation initiale et continue de l'anglais. Cet institut a pour mission notamment de développer et d'offrir des programmes de formation d'excellence en anglais adaptés aux besoins des administrations publiques, des collectivités locales, des opérateurs économiques et sociaux et de contribuer à l'ouverture de la Mauritanie à l'économie mondiale et à la culture universelle. Projet de décret portant attribution provisoire d'une concession située dans la zone de l'ancien aéroport de Nouakchott au profit de la société Najah Major Works, société anonyme. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2014-190 du 11 décembre 2014 fixant les dispositions statutaires
applicables au personnel des établissements publics à caractère administratif. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les dispositions applicables au personnel des établissements publics à caractère administratif et d'adapter les modalités de mise à disposition et de détachement aux usages administratifs courants. Projet de décret portant approbation et déclarant d'utilité publique le plan de lotissement de la zone dite de l'ancien aéroport de Nouakchott, Muqata'a de Dar Naïm, commune de Dar Naïm, wilaya de Nouakchott Nord. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2015-085 du 13 mai 2015 portant création d'une société nationale dénommée Société mauritanienne des produits laitiers. Le présent projet de décret a pour objet de doter la Société mauritanienne des produits laitiers des moyens institutionnels nécessaires pour lui permettre de contribuer efficacement à la promotion de la filière lait. À cet effet, il introduit des dispositions spécifiant les organes délibérants et de gestion en plus de l'adoption des statuts de la société. Projet de décret portant organisation du transport urbain et interurbain des viandes rouges. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions d'obtention des agréments pour les transports des viandes rouges en milieu urbain et interurbain, ainsi que les conditions acceptables du point de vue hygiénique pour l'exercice de cette activité. Ce faisant, il comble un vide juridique tout en prenant en compte les aspects sanitaires, professionnels et socio-économiques de la filière. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2015-057 du 24 mars 2015, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2003-027 du 24 mars 2003, portant création du Comité national de lutte contre le VIH-Sida, des comités régionaux de lutte contre le VIH-Sida. Le présent projet de décret intervient pour répondre aux engagements internationaux de notre pays, notamment en matière d'objectifs de développement durable, dont l'une des cibles consiste à mettre fin à l'épidémie du sida, de la tuberculose et du paludisme. À la faveur de la réorganisation découlant du dit projet de décret, l'efficacité du Comité national de lutte contre le VIH-Sida sera améliorée, notamment à travers une meilleure implication de la société civile, le renforcement du comité de pilotage et le recentrage de la mission de la SENLS vers le pilotage stratégique, le suivi, évaluation, le plaidoyer, la sensibilisation et la prévention. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présenté deux communications suivantes. Une communication conjointe relative à la préparation de l'audit de l'OMI. Cette communication expose les résultats des travaux du comité interministériel de pilotage et de suivi de la préparation de l'audit par l'Organisation maritime internationale du dispositif national de sécurisation des échanges commerciaux par voie maritime. Elle propose un plan d'action visant la correction des écarts constatés en matière de respect des procédures et normes applicables aux marins et aux navires exerçant les différentes activités maritimes. Une communication relative à l'adhésion à l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adoptée par la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO lors de sa 36e session tenue à Rome du 18 au 23 novembre 2009. Cette communication propose l'adhésion de notre pays à l'accord relatif au contrôle par l'État du port adapté par la conférence de la FAO de 2009 pour faire face aux menaces que la pêche illicite non déclarée et non réglementée fait peser sur la viabilité des pêcheries et sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et de la diversité biologique marine.
Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport international Oumou-Tounsi de Nouakchott. Cette communication a pour objet de déterminer le mode de gestion et d'exploitation de l'aéroport international de Nouakchott-Oumou-Tounsi dont la mise en service est prévue en juin 2016. Dans ce cadre, elle propose de favoriser le recours au mode de gestion basé sur le partenariat public-privé pour développer l'activité de l'aéroport et la hisser à un niveau permettant de générer les ressources nécessaires à une exploitation optimale et à une maintenance efficace de cette importante infrastructure. La ministre de la Culture, de l'Artisanat, a présenté une communication relative à la mise en place d'une fonction de conservateur national du patrimoine. Cette communication propose la mise en place d'une fonction de conservateur national du patrimoine qui aura pour tâche, entre autres, d'étudier et d'entretenir et de mettre en valeur des monuments, des archives, des sites et ou des œuvres d'art, et ce à l'aide d'un personnel qui sera formé à cet effet. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, établissement public, Caisse nationale de sécurité sociale, directeur général adjoint, Sidi Abdallah ou le Talib Moustapha. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, conseiller technique chargé de l'agriculture, Mohamed Mahmoud Oul-Sidine ou Abdi, précédemment directeur de l'aménagement rural. Inspection générale interne, inspecteur général, le Mustafa ou Wavi, ingénieur d'économie rurale, précédemment cadre au ministère. Administration centrale, direction de la pêcherie, direction de la recherche, de la formation et du conseil agricole, directeur Koulibaly Omar, précédemment directeur général de la SONADER. Directeur adjoint Ahmedou Di Yahya ou Sid El-Emin, précédemment délégué régional en Adrar. Direction de l'aménagement rural, directeur Sid Ahmed Lehbib ou le Cheikh El-Hussein, ingénieur d'économie rurale, précédemment cadre au ministère. Établissement public, Société nationale pour le développement rural, directeur général Issa ou Mohamed Talha, ingénieur agronome, précédemment cadre à la même société. Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, directeur général Mohamed Mahmoud Yahya, précédemment directeur général adjoint des infrastructures au ministère de l'Équipement et des Transports. Ministère de l'Équipement et des Transports, administration centrale, direction de la programmation et de la coopération, directeur Hamoudi Oul Mohamed Sidi, précédemment directeur général de la SNAT. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ont tenu à la suite du Conseil des ministres un point de presse. Mohamed Lamine El-Cheikh a passé en revue les projets de loi et de décrets et les communications adoptées par le Conseil. Il a évoqué le projet de décret relatif au plan de lotissement de zone de l'ancien aéroport de Nouakchott qui renferme la Muqata'a de Dar Naïm et sa commune de Dar Naïm relevant de la wilaya de Nouakchott Nord. S'agissant de l'attribution des parcelles figurant dans ce plan, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ould Zeyn, a indiqué qu'elle se fera suivant des étapes qui débutent par la réalisation d'un plan de lotissement, suivi d'une attribution provisoire et la préparation de la concession définitive après 1 ou 2 mois du parachèvement et de la mise en exploitation du nouvel aéroport international de Nouakchott. Le ministre a enfin précisé que son département a veillé dans le nouveau plan de lotissement à garantir la fluidité du trafic routier par la réalisation de plusieurs artères traversant les Muqata'a de Tavraghzena, du Ksar et de Dar Naïm. Le bureau du Sénat a tenu ce soir une réunion présidée par son président Mohamed El Hassan Ould El Haj consacrée au mécanisme de gestion de cette chambre. Notre pays et le FADES ont signé aujourd'hui dans les locaux du ministère des Affaires économiques et du Développement un accord de prêt destiné à financer le projet parc éolien de Boule-Noire. Le montant de ce prêt s'élève à plus de 37 milliards de guillas. Abdul Adamaba.
Ce prêt d'un montant de 35 millions de dinars koweïtiens, soit environ 37 milliards 166 500 000 ouguiya, sera destiné au financement du projet parc éolien au niveau de Boula-Noire, dont la capacité est de 10 MW. Ce projet va mettre à profit les atouts de la zone de Boula-Noire en termes de vitesse et de stabilité des vents afin de générer de l'énergie électrique. Cet accord de prêt a été paraphé par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sid Ahmed Ouraïs, et le conseiller du Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES. S'exprimant en marge de cette cérémonie, le ministre des Affaires économiques et du Développement a exprimé les remerciements du peuple et gouvernement mauritanien à l'endroit du FADES. Remerciements pour, dit-il, le niveau et la qualité de l'engagement du FADES auprès du pays en vue d'asseoir les bases d'un développement socio-économique durable. Quant au représentant du FADES, Mohamed Varaga, il a présenté ce projet avant de revenir sur ses différentes caractéristiques. Il faut rappeler que ce projet à terme vise la production d'énergie électrique à faible coût et dont l'excédent sera exporté vers le Mali et le Sénégal. Nouveau coup de filet de la police nationale, le commissariat de TRT 3 vient d'arrêter un groupe de malfaiteurs qui pratiquaient le vol sous la menace d'armes blanches. Aussitôt alertés, des citoyens victimes de vol se sont rendus dans ce commissariat pour récupérer leurs biens parmi la diversité d'objets subtilisés par les voleurs appréhendés. Arabi Adeta. Pas un jour ne passe sans que des citoyens ne se rendent dans un commissariat pour porter plainte pour un vol à domicile ou dans un commerce. Phénomène devenu courant dans une capitale. Cette femme est venue déclarer un vol commis dans sa maison. Elle déplore le vol de plusieurs portables et des faits personnels. Quant à cette autre femme, elle aussi victime de vol, est venue porter plainte contre X. Ces dangereux criminels ont été arrêtés par les éléments du commissariat TRT 3. Ils ont trouvé en leur possession un nombre impressionnant d'armes blanches qu'ils utilisent pour commettre leurs crimes. Un butin impressionnant a été saisi dans leur fief. Le commissaire de TRT 3, Ali Oulimam, nous a confié que la police ne ménage aucun effort pour retrouver les auteurs de vol. Dès qu'un citoyen porte plainte, une enquête est ouverte afin de pouvoir rendre justice le plus tôt possible aux victimes. Les victimes de vol au niveau des 3 wilayas de Nouakchott réclament plus de fermeté envers les criminels arrêtés. Cet homme appelle les autorités compétentes à plus de fermeté envers les malfaiteurs. Quant à cette femme, elle déplore le fait que les criminels soient relaxés selon elle rapidement. Elle affirme que dès qu'ils sont transférés vers les autorités concernées, après leur arrestation, ils sont libérés les jours qui suivent. Le directeur régional de la Sûreté nationale de la wilaya de Nouakchott Nord, le commissaire principal Mohamed Mahmoud El Hassan, affirme que la police ne ménage aucun effort pour appréhender les auteurs de vol et qu'ils organisent des patrouilles dans chaque quartier de la capitale. Il demande aux citoyens de vérifier par eux-mêmes. Quant à sa réponse concernant le manque de fermeté envers les criminels, il répond qu'il invite les citoyens à suivre par eux-mêmes le dossier. Chaque criminel est jugé et écope de la peine qu'il mérite. Et enfin, il rappelle que la police est à l'écoute des citoyens pour toute réclamation. L'arrestation de ces criminels signifie pour eux la fin de la recherche de l'enrichissement illicite sur le dos d'honnêtes citoyens. Chaque vol commis amène ses auteurs, la plupart du temps, en prison. Nous allons à présent nous rendre à Madrid où notre pays est présent à la foire Futura. Cette manifestation donne l'opportunité à notre pays de faire connaître la richesse de ses potentialités culturelles et touristiques et aux professionnels du secteur de lier des partenariats. Chers élèves. La Mauritanie participe à côté de 170 autres pays et de représentants de tour opérateurs de sociétés de transport et des professionnels du marketing touristique à cette foire Futura. C'est donc un rendez-vous où les professionnels du secteur s'activent à faire connaître la Mauritanie, son potentiel touristique et ses nombreuses opportunités d'investissement. Le pavillon mauritanien a connu une affluence notoire et a permis à ses visiteurs de découvrir la richesse et la diversité culturelle et touristique du pays et les nombreuses opportunités d'investissement qu'il offre dans un climat de stabilité et de sécurité. La Mauritanie y participe depuis quelques années. Nous avons essayé en le réussissant cette année d'évoluer dans notre type de participation dans ce salon. D'abord en changeant de contexte en termes d'établissement pour notre stand pour cette année. Ensuite en agrandissant aussi cette participation au maximum en termes d'espace. Et
et de visibilité. La Khaïma mauritanienne et l'hospitalité de ses habitants ont beaucoup été appréciées par les visiteurs qui ont également beaucoup admiré le potentiel touristique et la destination Mauritanie. Parlons à présent médecine avec cette initiative hautement humanitaire qui a permis à des parents et à leurs enfants de retrouver le sourire. Une équipe de cardiologues nationaux et étrangers ont en effet opéré plusieurs enfants qui souffraient de complications cardiaques. Aminata Khan. Hôpital Cheikh Zayed, nous sommes ici à l'aile dédiée au Centre national de cardiologie où des médecins étrangers et nationaux ont opéré depuis lundi gratuitement une douzaine d'enfants. Cette caravane humanitaire conduite par le professeur Li Mohamedou travaille en collaboration avec plusieurs partenaires. La mission humanitaire a redonné un grand espoir à cette maman qui peine à exprimer sa joie face à la réussite de l'opération de sa fille. Maïha, comme d'autres enfants, ont eu la chance d'être opérés sans prothèse. C'est une maladie de la valve mitrale et pour laquelle le plus souvent quand c'est évolué, on est obligé de changer la valve par une prothèse mécanique et à vie, il fallait qu'elle soit maintenue avec un traitement anticoagulant. Là, on est arrivé à faire une plastie, à reconstruire la valve et qui est devenue donc compétente et c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Haïmouda Oula Ahmedou Salek, chirurgien spécialiste du cœur et des artères, a indiqué que cette mission travaille en collaboration avec le Centre national de cardiologie au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed qui est doté de tout le matériel nécessaire. D'autres partenaires se sont exprimés, ils ont indiqué. Nous sommes très heureux d'être revenus pour pouvoir prendre en charge les enfants ici. On travaille beaucoup avec l'équipe ici locale, avec la Fondation mauritanienne du cœur bien sûr, et avec l'ensemble de l'équipe du Dr Khaled Oulboy, Hamaidi qui a été beaucoup au bloc opératoire et l'ensemble de l'équipe qui a beaucoup fait de progrès. On a vu, on est venu il y a 2 ans, on avait opéré 11 enfants. La communication, les nouveaux défis et spécificités, c'est le thème du colloque organisé par l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Notre confrère Mohamed Mbaba Ouletchfaka, journaliste de la chaîne Al Jazeera, a présenté à cette occasion un exposé dans lequel il a évoqué la communication telle qu'apparue dans les années 90 à travers les sites électroniques et autres moteurs de recherche avant de se renforcer par la suite par l'intégration de la diffusion audiovisuelle par satellite et de l'informatique. Le conférencier a passé aussi en revue la nouvelle expérience de l'information en Mauritanie, insistant sur la nécessité pour cet espace de se débarrasser de plusieurs suffisances qui le caractérisent en se conformant à l'éthique et à la déontologie de la profession et à présenter des excuses en cas de faute. Il a appelé par ailleurs à trouver des mécanismes dynamiques de formation, de réhabilitation et la mise en place d'une charte d'honneur aux usagers du nouvel espace médiatique. Le conférencier a traité aussi les problématiques imposées aujourd'hui au monde par la photo, précisant que son exploitation doit obéir également aux règles déontologiques. Nous clôturons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Russie, en Afghanistan et en Palestine avec Melika Nari. La politique israélienne d'annexion des territoires palestiniens bat son plein avec l'expropriation d'une 50aine de familles palestiniennes de leurs maisons et de leurs terres. Israël est en passe d'annexer 150 hectares de terres agricoles dans la vallée du Jourdain en Cisjordanie, ce qui représente la plus importante annexion depuis des années. Cette politique de colonisation sape les projets d'avancée vers la paix pour l'émissaire de l'ONU. Quant aux ministres européens des Affaires étrangères, ils ont exprimé leur ferme opposition à la politique de colonisation d'Israël, aux démolitions de structures palestiniennes et aux confiscations. Les proches des victimes et le gouvernement afghan ont rendu hommage aux 7 employés, dont 3 femmes de la chaîne Afghan Tolo, tuées la veille dans un attentat des talibans à Kaboul. Les responsables gouvernementaux ont présenté leurs condoléances au cours d'une cérémonie retransmise en direct.
L'attentat, première attaque d'envergure contre un média afghan, est survenu mercredi soir à Kaboul. Un taliban a précipité sa voiture chargée d'explosifs contre un minibus de Kaboura, une filiale de Tolo. Les insurgés ont revendiqué l'attaque commise en représailles à la propagande anti-taliban, diffusée selon eux par Tolo lors du siège de Kunduz, ville du nord afghan tenue par les talibans pendant 3 jours en septembre. Les conclusions d'un juge britannique impliquant l'État russe et les plus hautes autorités dans le meurtre en 2006 de l'ex-agent du KGB, Alexandre Litvinenko, ont déclenché une brouille entre Londres et le Kremlin. Dans le rapport de l'enquête publique, le magistrat instructeur Robert Owen dit avoir réuni des preuves établissant la responsabilité de l'État russe dans la mort de Litvinenko, empoisonné au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique et quasiment indétectable. Moscou a aussitôt dénoncé cela comme étant une blague. Mais pour le Premier ministre britannique David Cameron, ce rapport confirme que ce meurtre a été commandité par un État. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui permettant aux autorités de geler les avoirs de personnes ou entités terroristes. « 37 milliards d'ouguiya pour financer le parc éolien de Boulay-Noir suite à un accord de prêt entre notre pays et le FADES. Les forces d'occupation israéliennes démolissent les maisons d'une 50aine de familles palestiniennes à Al-Quds. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.